En 1939, la France métropolitaine compte 330 000 juifs, dont la moitié seulement sont de nationalité française. C'est une communauté ancienne qui s'est considérablement étoffée durant l'entre-deux-guerres avec l'arrivée des juifs russes, mais surtout des juifs polonais, chassés par l'antisémitisme et chassés aussi tout simplement par la pauvreté, par la misère. Et à partir de 1933, ces juifs de l'Est, comme la vieille communauté juive de France, sont rejoints par les émigrés juifs d'Allemagne et d'Autriche. Le deuxième point important sur la France est un antisémitisme vivace, ancien, de forte tradition, qui a connu un acmé, on le sait, lors de l'affaire Dreyfus, qui s'est apaisé ensuite avant 1914 et durant la Grande Guerre, et qui va reprendre du poil de la bête, si l'on peut dire, avec la grande crise économique dans les années 30. Tant et si bien qu'à la fin de la décennie des années 30, on peut dire que l'antisémitisme en France est un véritable code culturel, un véritable prêt-à-penser dans les milieux intellectuels. Il n'est qu'à voir le succès de Céline et de ses pamphlets en 1937 et 1938, qui n'a pas choqué grand monde à cette époque-là. On sait ce qui se passe avec la guerre, avec la défaite, l'effondrement de l'armée française en 6 semaines et le régime de Vichy, instauré officiellement le 10 juillet 1940. Quelle est l'attitude de Vichy à l'égard des Juifs de France, qu'ils soient de nationalité française ou de nationalité étrangère? Le premier point à noter, c'est que Vichy marque l'arrivée au pouvoir de la vieille droite française, de la vieille tradition contre-révolutionnaire, des milieux anti-Dreyfusards, des milieux catholiques qui n'ont jamais accepté la loi de séparation de l'Église et d'État de 1905 et qui, pour une partie d'entre eux, n'ont jamais véritablement accepté l'émancipation. Le deuxième point important à noter, pour combattre les idées reçues, c'est que dès l'été 1940, Vichy s'engage dans une politique antisémite, une politique anti-juive, sans aucune demande allemande. Sans pression allemande, Vichy élabore le statut des Juifs, qu'on appelle le premier statut des Juifs, les 3 et 4 octobre 1940. Pourquoi 2 dates? Parce que le 3 octobre, c'est le statut des Juifs français, à savoir une définition des Juifs selon des critères raciaux, qui les exclut de la fonction publique, et qui en fait donc des citoyens de deuxième zone. Le lendemain, 4 octobre, le statut des Juifs étrangers, qui prévoit la possibilité de les interner dans des camps, qui ont déjà été d'ailleurs créés depuis 1938. Il y en a déjà 20 000 qui sont étrangers à cette date-là, et en février 41, il y en aura déjà 40 000. Et le troisième volet des décrets de 1940, c'est l'abrogation du décret Crémieux, le 7 octobre 1940, qui annule la citoyenneté française des Juifs d'Algérie. Donc faisons le bilan. En une semaine, 70 ans de citoyenneté des Juifs d'Algérie sont révoqués et 150 ans d'émancipation à la française sont annulés également. Mais le statut des Juifs, ça n'est pas seulement celui de 1940. C'est également celui de 1941, car le statut est aggravé le 2 juin 1941, là aussi sans demande allemande, à savoir que la France est divisée en plusieurs zones. Mais pour faire simple, disons globalement qu'il y a 2 zones, une zone occupée au nord, une zone dite libre, non occupée au sud. Les mesures d'origine allemande en matière d'antisémitisme sont relativement discrètes en 1940 et 1941. Ce sont essentiellement des mesures françaises à cette époque-là. Sauf une, elle est importante cette mesure allemande, c'est l'obligation en zone nord du recensement des Juifs en septembre 1940. Et de fait, 150 000 Juifs environ, dont une majorité de Juifs français, se font recenser dans les semaines qui suivent. Les Allemands également, l'année suivante, en novembre 1941, créent une sorte de conseil juif à la française, l'Union générale des Israélites de France, l'UGIF, et oblige l'UGIF à recouvrer une amende d'1 milliard de francs sur les fortunes des Juifs de France. À noter également que les membres de l'UGIF sont nommés par des Français, en particulier par Xavier Vallat, qui est le chef du commissariat général aux questions juives, qui a été créé, lui, en revanche, par Vichy, dès le mois de mars 1941. Donc, l'année 1941 est bien l'année de l'antisémitisme français, même s'il est vrai que durant l'année 41, à Paris, 3 rafles ont été organisées par les Allemands et par eux seuls. Même s'il est vrai aussi que le dynamitage de 7 synagogues parisiennes début octobre 1941 est incontestablement le fait des services secrets allemands aidés en complicité par l'extrême droite française. En attendant, les lois de Vichy, en particulier le statut du 4 octobre 1940 sur les Juifs étrangers, permettent d'interner un très grand nombre de Juifs étrangers dans les camps français, 40 000 en février 1941, rappelons les plus connus, Gurs dans le sud de la France,
Rivesaltes, le camp des Milles à côté d'Aix-en-Provence, le camp de Pithiviers en zone nord à côté d'Orléans. Comme pour la Belgique, comme pour les Pays-Bas, l'été 1942, c'est l'été du grand tournant. 7 juin 1942, l'étoile jaune, quelques jours seulement après son imposition en Belgique comme aux Pays-Bas. Et surtout le 2 juillet 1942, un accord entre les autorités de Vichy, représentées par Bousquet, et les autorités du Reich, représentées par le général Oberg, chef de la SS et de la police allemande. Cet accord prévoit l'arrestation et la livraison par la police française et uniquement par elle des Juifs étrangers. À partir du 8 juillet 1942, en zone occupée, une série d'interdictions pleuvent sur les Juifs. Le plus important, bien sûr, de cette période, qui constitue et qui justifie l'appellation de grand tournant, c'est la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942, qui est voulue par les Allemands, mais qui est organisée de bout en bout uniquement par des policiers français et des administrateurs français, à Paris et en proche banlieue. Le bilan que l'on prévoit, c'est 27 000 arrestations. En réalité, il n'y en aura que 13 152, la moitié à peu près du bilan estimé, et ces arrestations sont prévues à partir d'un fichier organisé, mis en place par la préfecture de police de la Seine en octobre 1940. À la tête des équipes de traqueurs de juifs, à l'aube de ce 16 juillet 1942, 7 000 fonctionnaires français, dont 4 500 policiers. La rafle dure 2 jours. La moitié du bilan prévu, je l'ai dit, les 2 tiers des victimes de la rafle sont des femmes et des enfants. Les familles sont envoyées au Veldiv, dans le 15e arrondissement de Paris, et les célibataires sont envoyés dans les camps du Loiret, et en particulier à Pithiviers. Mais, à côté de la rafle du Veldiv, qui est la plus connue des rafles qui ont frappé la population juive de France, il faut noter ce fait tout à fait unique en Europe occupée, c'est les rafles qui se sont poursuivies en zone non occupée, où pas un seul soldat allemand n'était présent, en août 1942. Plus de 7000 Juifs sont arrêtés en 3 jours de la fin du mois d'août 1942 et sont remis aux Allemands à partir d'un territoire qui était vierge de toute présence allemande. Le phénomène est unique dans l'histoire des déportations de l'Europe tout entière. Ces violences contre les Juifs, elles ne vont pas s'interrompre en 1943, elles vont s'aggraver en 1943-1944, en particulier en 1944 avec la fascisation du régime qui est marquée par l'entrée de Darnan, le chef de la milice, au maintien de l'ordre du régime de Vichy. Les déportations de France, elles obéissent au même calendrier que les déportations de Belgique et des Pays-Bas, c'est-à-dire essentiellement à partir de l'année 1942, même s'il est vrai que le premier convoi de Juifs partis de France part de Compiègne le 27 mars 1942, le gros des déportations des Juifs de France a lieu durant l'été 1942, avec le 6e convoi qui part de Pithiviers, le 17 juillet 1942, et qui est le premier d'ailleurs à subir à Auschwitz la sélection. Les rafles, dont j'ai rappelé ici les grandes étapes, se succèdent en 1943 et 1944, à Paris, à Bordeaux, sur la Côte d'Azur, au moment où les Italiens s'en retirent à partir de septembre 1943, partout en France, et bien sûr on ne peut pas ne pas mentionner la rafle des enfants d'Isieux, en avril 1944, 44 enfants et 7 adultes à côté de Lyon. Le dernier convoi pour Auschwitz quitte la France, depuis Lyon d'ailleurs, le 11 août 1944, et le dernier convoi pour l'Allemagne quitte Drancy, banlieue nord de Paris, le 17 août 1944. Faisons le bilan de la déportation des Juifs de France. Le processus là encore a été très rapide. Je souligne que durant les 2 mois et demi de l'été 1942, du 17 juillet, convoi numéro 6, au 30 septembre 1942, soit en 11 semaines, 40% du bilan final de la Shoah a été opéré, c'est-à-dire 33 000 Juifs déportés sur les 76 000 qui ont quitté le territoire français. Au total, il y a eu 74 convois, pour l'essentiel d'entre eux partis vers Auschwitz-Birkenau et pour quelques-uns seulement vers d'autres lieux de mise à mort. Sur les 74 000 morts en déportation, il y a eu 11 400 enfants. Le bilan de la Shoah en France, ce ne sont pas seulement les 74 000 morts dont je viens de parler, mais aussi les 6 000 qui sont morts dans les camps français, fusillés ou tout simplement morts de cachexie, de faim ou de mauvais traitements. Au total, le bilan de la Shoah en France, c'est 80 000 tués, soit environ un quart de la population juive de France à l'origine.